de juin. Ça achève avant le congé, là, avant les vacances. Alors, bienvenue à tout le monde. Bienvenue à quelques nouvelles personnes. On accueille Mme Jacqueline Fortier ce soir qui a été absente un bout de temps, mais qui revient avec plus de force. Hein? On vous souhaite la bienvenue. On est content que vous soyez parmi nous. Alors, je suis certaine que vous allez apprécier notre soirée. D'abord, quelques petites nouvelles. La semaine prochaine, jeudi le 12, c'est notre souper-conférence avec Larry Hodgson. On va faire en même temps l'hommage à nos bénévoles, nos chers téléphonistes et nos chères personnes qui nous aident tout le temps à toutes sortes de tâches. Et tout le monde est invité, là, même si vous voulez manger, souper avec nous, c'est un bon repas préparé par le caféine. On peut encore acheter des cartes à Francine. Mais si ça ne vous convient pas de venir souper, vous pouvez venir assister à la conférence quand même. Présentez-vous pour 7h15. Peut-être que ça commencera un petit peu après parce que souper, parfois, c'est un peu long. Mais on va ajouter des chaises et les gens qui veulent venir seulement à la conférence, vous pourrez venir seulement à la conférence. On vous attend vers 7h15, mais disons que ça peut aller à 7h30 avant qu'on commence. Merci aussi aux gens qui ont apporté des plantes en mai. On n'était peut-être pas beaucoup, mais on est reparti, même si on ne voulait pas en apporter, c'était plus fort que nous, on est reparti avec des nouvelles plantes. Merci à ceux qui ont participé. N'oubliez pas d'utiliser votre carte de membre quand vous allez faire des achats. On me dit même que c'est Floriflore à Drummondville. Rose Drummond aussi, mais Floriflore, je ne savais pas, ils acceptent notre carte de membre aussi. Ah oui, moi je suis habituée d'y aller parce que ma fille habite dans ce coin-là, mais c'est vrai qu'il y a des petits détours. Là, j'ai une nouvelle qui me fend le cœur cette fois-ci. On est obligé d'annuler notre deuxième autobus parce qu'on n'a pas assez de gens pour le remplir, pour que ce soit rentable. Et vous allez comprendre qu'on ne peut pas partir avec un autobus à perte, là. Alors, on est obligé d'annuler notre deuxième autobus. On avait une trentaine de personnes, mais il y a 6 personnes dans le premier autobus qui ont annulé. Alors, ça nous recule à 24. Alors, vous allez comprendre qu'on ne peut pas partir. On essaie de faire un peu de publicité à la radio et tout ça, mais malheureusement, on est obligé d'annuler. Alors, à la pause, vous pourrez aller voir Francine, ceux qui sont dans le deuxième autobus, demandez votre chèque plutôt. Et puis, si jamais il y a des places qui se libèrent, on va vous rappeler dans l'ordre où vous vous étiez inscrit pour combler les places. Alors, on est vraiment désolé, là, on n'a pas le choix. Et on a par contre une belle nouvelle à vous apprendre. On travaillait là-dessus depuis un bout de temps. Une autre activité spéciale qu'on a rajoutée parce que c'est notre 15e anniversaire. Le 23 octobre, c'est loin un peu, mais nous autres, on est en train d'organiser ça. Le 23 octobre, c'est un jeudi. On va avoir un beau 5 à 7 qui est préparé en collaboration avec l'AREC, une association de retraités de notre coin. Et ça va s'appeler « Coup de cœur pour la canneberge ». Alors, ça va être des explications un petit peu sur la canneberge, des recettes, des bouchées, des dégustations. Et ça va se faire au motel Le Phare. Puis là, on fait ça en grand avec les belles nappes, les belles tables rondes. Ça va être, c'est un 5 à 7, donc à compter de 5 heures, on vous accueille avec un petit cocktail, puis les présentations vont suivre. Et les bouchées, là, le repas est préparé par le traiteur du ruisseau de Sainte-Sophie. Alors, je ne sais pas si vous les connaissez, mais c'est très bien, hein? Alors, je pense que ça va être différent
L'année passée, à l'Association des retraités, on avait présenté une soirée semblable sur la pomme et ça avait été très, très, très apprécié. Alors, c'est une collaboration. On va avoir environ 60 places pour nos membres à nous autres et environ 60 places pour les retraités. Et si jamais eux autres sont passés, on va pouvoir en vendre plus. Alors, Francine a déjà fait des cartes, vous pourrez les acheter. Et cette fois-ci, c'est 15 $ pour les membres et 20 $ pour les non-membres. Alors ça va être à ne pas manquer, mais on va vous en reparler en septembre, octobre. Mais je pense que ça promet d'être très intéressant. Ils vont cuisiner un peu devant nous. On va aussi avoir les recettes, certaines recettes, on va repartir avec. Alors je pense que ça va nous donner le goût de cuisiner les canneberges. Oui. Bon, ce soir, on a le plaisir d'accueillir quelqu'un qui est vraiment connu avec moi depuis il y a longtemps, quand j'ai commencé à joindre la Société d'horticulture, on entendait parler de M. Yves Gagnon. C'est pas la première fois qu'il vient à Plessisville non plus. Ça fait un petit bout, par contre, on ne l'avait pas accueilli ici. Alors, directement de Saint-Didas, je vous présente M. Yves Gagnon. Bonsoir, mesdames, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Non, mais tantôt, je me disais, il y a tous les hommes. Bonsoir, monsieur, excusez-moi. Je me reprends. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Non, mais sérieusement, tantôt, je me disais, y a-tu des hommes? Là, je regardais, finalement, j'ai vu qu'il y en avait 4-5. Alors, je suis heureux de cette réalité. Je ne sais pas si c'est parce que je vais faire de la cuisine, puis que c'est vraiment les femmes qui sont intéressées par ce sujet-là. Et c'est tellement passionnant, la conférence ce soir, là, j'y pense depuis 2 jours, parce que ça demande quand même passablement de préparation. Et puis, je m'investis dans le sujet. Hein? Vous savez que je vais traiter du mesclun. Qu'est-ce qu'un mesclun? Une salade composée d'une multitude d'éléments. Et ce soir, je vais préparer devant vous un mesclun qui va être constitué d'au moins 30 ingrédients. Et d'après moi, c'est plus que ça. Si jamais il y a quelqu'un dans la salle qui a envie de compter les ingrédients que je vais mettre dans mon cul de poule, je trouverais ça très intéressant parce que moi, je n'ai pas pris le temps de compter tout ce que j'ai apporté et ça pourrait être, le total pourrait être très surprenant. Vous savez sans doute que je me commets un peu en poésie depuis une dizaine d'années, donc j'ai pris l'habitude de commencer les conférences avec un poème. Alors, je ne ferai pas différent ce soir. Je vais commencer avec un petit poème qui est plus un conte qu'un poème. C'est quand même présenté comme un poème, mais c'est plus un conte qu'un poème. Et ça s'intitule « Dilapider le tilapia ». Vous savez c'est quoi un tilapia? Bon, hein? Bon, parfait. L'histoire se passe dans le grand désert d'Australie, dans une pisciculture gouvernementale contrôlée par une société malade mentale qui alimentait des tilapias avec des écrevisses issues du génie génétique. Les tilapias n'ont pas aimé. Une deuxième bouche leur a poussé, bouche avec laquelle ils tentaient de mordre les mains qui leur jetaient les écrevisses issues du génie génétique. 2 ou 3 sont morts d'abord, puis le trépas a continué. Tous les tilapias furent dilapidés dans le grand désert d'Australie. Dilapider les tilapias.
Les koalas en ont mangé. Dans une moulée enrichie au tilapia dilapidé, boosté aux écrevisses issues du génie génétique. Dilapidé les koalas. Vous allez finir par comprendre. Les Australiens en ont mangé dans une céréale équilibrée au koala alimenté avec une moulée enrichie au tilapia dilapidé, boosté aux écrevisses issues du génie génétique. Dilapider les Australiens. Les Australiens, ben oui aussi. L'histoire se passait dans le grand désert d'Australie où il n'y a plus trace de vie. Ça fait que la compagnie est partie détruire la vie en Tanzanie. Voilà. Le mesclun vient du mot latin. Quelqu'un qui le sait? Oui. C'est quoi? OK, vous avez regardé sur votre feuille de papier. Mesclare. Mesclare, qui veut dire mélanger. Exactement. Donc, un mesclun, c'est une salade mélangée, composée d'une multitude d'ingrédients qu'on pourrait classer en 5 grandes catégories. Tout d'abord, les ingrédients fermes, un peu plus durs, comme les radis, les carottes, le fenouil, le chou, etc. Moi, je vais commencer par vous faire une vinaigrette. Une fois que la vinaigrette va être faite, on va tout mettre les ingrédients un peu plus durs en macération dans la vinaigrette. C'est quoi l'avantage? C'est que le vinaigre va un tout petit peu les ramollir, donc rendre ça plus agréable sous la dent. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, on a un mélange de laitue. J'ai apporté peut-être 5 ou 6 cultivars de laitue, je vais vous les présenter. Ensuite, on ajoute des légumes feuilles. Et là, il y a une diversité incroyable dans ce qu'on peut cultiver. Ça va de la roquette, de l'épinard au mizuna, aux moutardes orientales, etc., etc. C'est pratiquement sans fin. On a juste à penser au chicorée, le radicchio, la radicchetta, l'escarolle, la chicorée frisée. C'est pratiquement sans fin. Quand on ouvre un catalogue d'importance, par exemple, William Dam, Johnny's Selected, et même Horticlub, on ouvre ça puis on regarde les verdures qui sont présentées. On ne peut pratiquement pas toutes les cultiver, il y en a trop. Mais c'est intéressant d'en essayer une ou deux nouvelles verdures à chaque année pour voir s'il n'y en aurait pas une qui nous séduirait. Oui, j'ai vu. Autant la biodiversité est importante dans un jardin pour assurer son équilibre, autant la diversité dans l'assiette permet une offre de vitamines, de minéraux et de substances bioactives diverses. Tout ce mélange de substances fait en sorte qu'on va aller chercher tous les éléments nutritifs dont notre organisme a besoin pour évoluer en santé. Ça nourrit notre système immunitaire et ça nous donne du tonus dans la vie. On peut se lever à 6 heures du matin pour aller jardiner, puis à 9 heures, on sort du jardin grâce au mesclun. Sérieusement, là, j'exagère un petit peu, là, mais de consommer du mesclun à tous les jours, de prendre l'habitude. Moi, je fais plutôt ça le soir. Des fois, le midi, je vais consommer les restants des verdures que j'ai préparées pour le souper la veille. Mais le soir, je prends le temps, quand je finis ma journée dans le jardin, de faire le tour, d'aller récolter 2-3 petites feuilles de ceci, 2 laitues, et j'arrive dans la cuisine, je lave, tout ça, ça prend du temps. Mais à tous les soirs, à partir de maintenant, parce que là, je commence déjà à récolter mes premières laitues, jusqu'au mois de novembre, je vais vous montrer des photos tantôt, vous allez me voir, j'installe des arceaux par-dessus mes sections où j'ai mes verdures et mes laitues. Sur les arceaux, lorsqu'ils annoncent du gel, je mets des toiles et je peux aller jusqu'à 3 toiles, du feutre, du plastique, du feutre, et je réussis à récolter encore de la mâche, du kale, de la roquette, certaines moutardes à la fin novembre et au début décembre. Quand j'ai commencé à jardiner à Saint-Didas en 1980,
On célèbre cette année le 35e anniversaire de notre jardin. On ne se borderait pas de cultiver de la laitue et des verdures à l'automne. Rendu au mois d'août, je me disais, c'est plus le temps de faire des semis puis de repartir des affaires. On a fait ça tout le printemps. Là, on va récolter tout ce qu'on a mis en terre, puis ça s'arrête là. Et puis, il y a peut-être 15 ans, j'ai commencé à faire des semis de laitue au début juillet pour les transplanter au début d'août. J'ai commencé à faire des semis de petites verdures, Mizuna, roquette, moutarde, chicorée, etc., en semis direct au début d'août. Et puis, depuis que j'ai commencé à faire ça et à me gaver de mesclun jusqu'au mois d'octobre, ben là, je suis parti là-dessus, je suis plus capable d'arrêter. Et même que je fais un deuxième semis au début septembre, parce que maintenant, avec le réchauffement des températures, on peut faire un semis au début d'août, une transplantation de laitue au début d'août, et on peut aussi, au début septembre, faire une transplantation des dernières laitues et faire un autre semis d'épinards, de roquettes, de moutarde, de chicorée, etc. Au début septembre. OK? Et si vous protégez vos légumes du froid trop important, bien, vous allez récolter facilement jusqu'au mois de novembre. Et je ne pourrais plus me passer de ça. Pour la vitalité, pour la qualité de l'assiette quotidienne de mesclun, pour le plaisir et pour le tonus que ça me donne, pour l'efficacité de mes fonctions immunitaires. C'est vraiment intéressant. Alors, tantôt, je vais vous présenter des photos de notre jardin de verdure à l'automne. C'est vraiment drôle parce qu'il y a plein de neige, puis je retire les couvertures, puis on voit toutes les verdures qu'il y a en dessous. C'est vraiment fascinant. Donc, je vais essayer de vous communiquer cette passion-là pour le mesclun et pour les cultures les plus hâtives possibles et les plus tardives possibles. Et je me suis même construit un meuble cet hiver dans la maison que j'installe sur le bord de grandes fenêtres et je cultive maintenant du mesclun à l'intérieur. Alors, je vous ai fait une petite boîte ici dans laquelle il y a différentes verdures qui ont été semées il y a à peu près 5 semaines. Fait qu'on a là-dedans de la moutarde, de la roquette, des épinards, des moutardes, on a quelques laitues. Alors, ça a l'air de ça dans ma maison. J'ai une espèce de grand meuble dans lequel je mets du terreau. Puis il y a plein de verdures comme ça que je récolte à tous les jours, même pendant l'hiver. C'est sûr que j'en consomme pas en abondance parce qu'il y a une limite à la productivité d'une petite boîte à l'intérieur. Mais quand même, j'essaie d'avoir accès à de la verdure fraîche de qualité comme ça sur le plus grand nombre de semaines possible pendant l'année. Donc, on va commencer l'aventure par la préparation d'une vinaigrette française. Comme tout bon cuisinier, je vais me coiffer d'un chapeau de chef. Et pour protéger mon linge, je vais me munir d'un tablier. Et puis, on va commencer tranquillement à travailler notre mesclun. Donc, la première étape, évidemment, c'est de préparer une vinaigrette. On peut varier à l'infini les vinaigrettes, hein, c'est sans fin. Mais j'aime beaucoup les vinaigrettes à la française à base de moutarde de Dijon. C'est vraiment ma préférée, mais on peut jouer avec les vinaigres, on peut jouer avec les huiles, on peut ajouter du beurre de sésame, différents aromates. Alors ce soir, je vais faire quelque chose d'un petit peu classique, une moutarde, une vinaigrette à la française. Et dans le document que vous avez reçu lors de votre arrivée, il y a la recette de la vinaigrette à la française, donc vous n'avez pas besoin de prendre de notes pour ça. Alors, vous savez, préparer une présentation sur le mesclun, ça demande une journée et demie de préparation pour penser à tout ce qu'on a apporté. Et voyez-vous, je commence ma présentation et je me rends compte que je n'ai pas de cuillère pour aller chercher la moutarde dans mon pot. Et puis pourtant, j'ai pensé à ça pendant 12 heures. Oui? C'est de la moutarde de Dijon. Alors, je vais tout de suite vous parler de la moutarde. Alors, la moutarde à la française, c'est de la moutarde forte, hein, c'est pas de la petite moutarde jaune en hot dog, on s'entend là-dessus. C'est vraiment, à mon sens, essentiel pour la réussite d'une vinaigrette onctueuse parce que la moutarde permet l'émulsion
de la vinaigrette. Qu'est-ce que ça veut dire, l'émulsion? Ça veut dire que ça prend, ça devient comme crémeux. C'est comme quand on monte une mayonnaise. La recette de la mayonnaise, c'est des jaunes d'œufs avec la moutarde. Parce que le jaune d'œuf a des propriétés émulsifiantes, tout comme... On n'a pas accès. Donc, c'est pas si grave. Je vais m'organiser ça. Je vais aller chercher la moutarde avec le manche de ma cuillère. OK? Ça va. C'est juste que quand je vais saisir la cuillère de bois, je vais me mettre plein de moutarde sur les mains. Je veux tout de suite préciser que mes mains ont été lavées 2 fois avant de commencer parce que je vais toucher à plein d'aliments ce soir avec mes mains et il va y avoir une dégustation en fin de soirée, donc soyez assurés que mes mains sont parfaitement propres. Alors, vous avez une recette dans votre document. Si vous voulez réussir la vinaigrette à la française, vous pouvez au début suivre la recette. Mais moi, je ne suis jamais de recette. J'y vais toujours à l'œil et au goût. OK? J'ai développé une façon de cuisiner comme ça. J'aime pas trop suivre des recettes. Je me sens coincé avec des recettes. J'utilise des recettes pour m'inspirer, pour des idées. C'est sûr que si je fais un gâteau fin, bien là, je vais travailler avec la recette parce que c'est trop important d'avoir le juste équilibre entre les matières grasses, le sucre, les œufs, la farine, etc. Mais pour faire une vinaigrette, on part, on la prépare, on goûte. C'est trop acide, on peut rajouter un petit peu de sirop d'érable pour casser l'acidité. On peut rajouter un petit peu d'huile pour casser l'acidité. C'est pas assez salé, on rajoute du sel. Donc, on y va à la texture et on y va au goût. Alors, ce soir, vu qu'on est un bon nombre, il faut quand même que je fasse un gros mesclun. Ça fait qu'on va en faire de la vinaigrette. Donc, j'ai mis l'équivalent de 45 ml de moutarde de Dijon. Je vais tout de suite vous dire que je travaille beaucoup avec les produits Orphée. OK? La maison Orphée est spécialisée principalement dans les huiles de qualité, mais ils vendent aussi des vinaigres, ils vendent des moutardes, ils ont toute une gamme de produits, ils sont installés à Québec. Leurs produits sont de très haute qualité. Et ce que j'aime beaucoup de leur moutarde, c'est qu'elle est biologique et elle ne contient pas d'agent de conservation. Donc, c'est vraiment une très, très, très belle qualité. Je vais la prendre quand même, la cuillère. Bien, j'en ai pas besoin tout de suite. J'ai l'impression que je vais en avoir besoin à un moment donné. La maison Orphée est ouverte à l'idée des groupes d'achat. Donc, vous pouvez ouvrir un compte chez Orphée, vous mettre une dizaine de personnes ensemble, vous donnez un nom, vous ouvrez un compte, puis vous pouvez vous regrouper pour faire des achats d'huile, de vinaigre, de moutarde. Vous pouvez acheter votre moutarde dans des chaudières, la séparer. Et en faisant ça comme ça, les prix sont excellents. Okay? Parce que vous achetez des grosses quantités, vous les divisez. Quand on est regroupé au sein d'une société d'horticulture ou de n'importe quelle autre association, ça permet de faire ces choses-là. Et nous, dans la Naudière, on est organisé comme ça. Il y a tout le temps quelqu'un qui va chez Orphée à tous les 2-3 mois. C'est pas nous qui allons. Ben, c'est quelqu'un d'autre, puis il apprend les commandes de tout le monde, on regroupe, on met ça ensemble, puis on partage après. Et ça nous permet d'avoir accès à des huiles, des vinaigres, des moutardes de très haute qualité à des coûts moindres que si je les achetais dans des supermarchés. Okay? Puis vous avez vraiment là, de la qualité exceptionnelle. Est-ce que tu as l'adresse? Je ne l'ai pas, mais maison Orphée, puis probablement que sur le pot de moutarde. Oui, sur le pot de moutarde ici. Alors, je peux vous donner ça. La maison Orphée, bien, il n'y a pas d'adresse, c'est marqué Québec, tout simplement. Alors, ceux qui sont à l'aise avec Internet, c'est www.maisonorphée.com. Orphée, ça s'écrit O-R-P-H-E-E. Et toutes leurs huiles sont vraiment de très, très belle qualité. Donc, on commence notre recette avec un fond de moutarde de Dijon. On n'est vraiment pas dans une période où il y a de l'ail. L'ail que j'ai récolté en juillet l'année dernière, ben là, il est plus bon. Là, il a germé. J'ai mangé mes derniers bulbes il y a à peu près 2 mois. J'avais du pistou de fleur d'ail.
j'en ai plus. Mon ail est beau, il n'est pas encore en fleurs, donc je n'ai pas pu faire du pistou. Ça fait que j'ai décidé d'apporter un pistou de basilic. Alors, le pistou de basilic, c'est fait avec de l'huile d'olive, du basilic et de l'ail. Donc, il y a de l'ail là-dedans, puis il y a un petit peu de basilic. Donc, je vais mettre ça pour assaisonner ma vinaigrette, puis y donner un caractère un peu particulier. Fait que je vais prendre 2 cuillerées à thé de pistou de basilic, et je vais rajouter ça à ma moutarde. Sel et poivre. C'est mieux de ne pas trop en mettre au début, puis on en rajoute si on trouve que c'est pas assez salé ou pas assez poivré. Non, mais écoutez, on est 100 là. Il faut quand même en mettre un petit peu. On n'est pas en train de faire une vinaigrette pour 2 personnes. Fait que, quand je dis que j'en mets pas beaucoup, c'est pas beaucoup ce que j'ai mis pour 100 personnes. Du poivre en grains. Encore une fois, une bonne quantité. Et je vais travailler avec un vinaigre qui est préparé par ma conjointe Diane. Le vinaigre que je préfère, c'est le vinaigre d'estragon. C'est un classique, mais c'est pas pour rien que c'est un classique, parce que l'estragon se marie admirablement au vinaigre. Donc, pour le préparer, on utilise du vinaigre de cidre de pomme d'Orphée. C'est un vinaigre bio de très haute qualité. Le taux d'acide acétique est assez élevé. Donc, on en met un petit peu moins que des vinaigres communs. Donc, j'en mets à peu près 45-60 ml. J'y vais à l'œil, comme je vous disais. Tantôt, je vais goûter, puis je vais ajuster mes saveurs. On brasse ça un petit peu avec un fouet. Si on veut avoir une émission, il faut travailler avec un fouet. Et comme le vinaigre est quand même assez acide, particulièrement celui-là, je l'adoucis avec du sirop d'érable. Il ne faut pas en mettre trop parce qu'on ne veut pas avoir une vinaigrette sucrée, mais on essaie avec le sirop de casser l'acidité du vinaigre. Fait que j'en mets certaines quantités, j'ajusterai tantôt. Fait que là, qu'est-ce qui manque? De l'huile. Exactement. Fait que si on veut réussir l'ébullition, c'est comme quand on fait une mayonnaise. On prend son huile et on la verse en filet et on fouette. OK. Je goûte. J'ai vu qu'il y avait des verres. Tantôt, j'aimerais ça avoir un petit verre en carton. Parce que là, je rajoute de l'huile. Parce que c'est un petit peu trop concentré en vinaigre. J'ai rajouté de l'huile, mais là, j'ai trop de vinaigrette. Fait que je vais en mettre un petit peu dans le verre. Puis si on a besoin après d'en rajouter, j'en rajouterai. OK. Là, les ingrédients durs qu'on va faire macérer dans la vinaigrette. Alors, qu'est-ce que j'ai apporté? J'ai 3 sortes d'échalotes. J'aime beaucoup les oignons et les échalotes. Je vous parlais des fonctions immunitaires tantôt en entrée de jeu. Je suis convaincu que si on consomme sur une base régulière, et ça veut dire quotidiennement, de l'ail cru et des oignons crus, on n'a pas beaucoup de chances d'attraper des grippes et des rhumes. Parce que les virus et les bactéries n'apprécient pas tellement les composantes sulfureuses de l'ail et de l'oignon. Donc, si vous en mangez vraiment régulièrement, ben, il y a des bonnes chances que vous ne soyez pas malade. Donc, j'ai une affection particulière pour les oignons et pour les échalotes. À ce temps-ci, mes oignons que j'ai récoltés au mois d'août l'année dernière, il m'en reste 2, je pense. Ils sont un peu mous, là. C'est normal, là. Ça fait 10 mois qu'ils ont été récoltés. Mais je viens de finir de les manger. J'ai mangé mes oignons pendant pratiquement 9 mois. Là, ce que je consomme depuis que j'ai plus d'oignons, tout d'abord, les échalotes de Sainte-Anne. Je vais vous en montrer des photos tantôt. Alors, l'échalote de Sainte-Anne est assez particulière.
Elle vient de la côte de Beaupré. C'est une échalote allongée. OK? Ça m'a été donné, cette échalote-là, par Céline Caron, qui habite à Château-Richer. Je ne sais pas s'il y en a ici qui connaissent Céline Caron. Elle a travaillé avec Jean Richard pour le premier livre qu'il a publié qui s'intitule « Fruits et petits fruits ». Céline Caron est toujours en vie, elle est malade aujourd'hui, mais malgré son état, elle continue à jardiner. Et l'échalote de Sainte-Anne qu'elle m'a donnée, elle était prête à semer. L'échalote de Sainte-Anne se sème au début du mois d'août, normalement à la Sainte-Anne. C'est quand donc la juillet. Pardon? 26 juillet. Bon, normalement, c'est la date où on sème l'échalote de Sainte-Anne, mais on peut quand même la semer pendant tout le mois d'août. Donc, l'échalote, prenez une gousse d'échalote de Sainte-Anne, vous la plantez à 3 pouces de profondeur et vous préparez une petite parcelle. Vous pouvez en mettre, disons que vous en mettez 50 dans votre petite parcelle, à tous les 6 pouces à peu près. Qu'est-ce qui se passe à l'automne? Ça développe du feuillage, donc ça pousse, ça développe du feuillage vert. Vous y touchez pas de l'automne. L'hiver arrive. L'échalote reste en terre, elle survit, elle résiste à l'hiver. Et au printemps, les feuilles vertes sont un petit peu amochées, évidemment, mais elles reprennent leur croissance. Et je vous dirais qu'à partir du 15 mai, même pas, du 10 mai jusqu'au 5 juin, vous avez sur chaque plante des oignons verts comme ceci, agglomérés les uns sur les autres. Ça varie d'un plan à l'autre. Des fois, vous pouvez en avoir juste 2, des fois vous pouvez en avoir 6, 7. Alors, disons que j'en ai semé 50. Je vais en récolter 20 que je vais manger en oignons verts. Donc, ça, c'est une échalote de Sainte-Anne que je consomme en oignons verts. On va lâcher tantôt pour mettre ça là-dedans. Là, j'arrête de récolter de l'échalote de Sainte-Anne. Je la laisse aller. À la fin du mois de juillet, ça va tout être flétri. Ça va donner, chaque gousse semée va donner un bulbe. Un bulbe, c'est une agglomération de gousses. Je vais sortir ça de terre, je vais les faire sécher dans un endroit bien ventilé. Je vais en mettre en vente au jardin pendant à peu près 1 mois et je vais en replanter 50 pour l'année suivante. Et j'ai une espèce de cycle. Là, je vous ai donné un exemple de 50. En réalité, moi, j'en fais 100. Okay? Donc, j'ai toujours à chaque année de l'échalote de Sainte-Anne que je produis, que je consomme et que je récolte et recette. Oui? C'est celle que vous semez, c'est celle que vous avez récoltée et que vous avez fait sécher? Oui. C'est-à-dire que quand je récolte, j'ai 5-6 échalotes de poignées ensemble. Oui. Je les défais, je prends une gousse, puis c'est ça que je sème. C'est le même principe que l'ail. Vous semez une gousse d'ail, ça vous donne un bulbe d'ail. Vous défaites le bulbe en gousses et ce sont les gousses que vous ressemez à l'automne. Donc, l'échalote, c'est exactement le même principe que l'ail. Vous semez une gousse, vous récoltez un bulbe. Un bulbe étant une agglomération de gousses. Ça va-tu? Tout le monde comprend bien ça? Parfait. Là, mon échalote de Sainte-Anne, je l'ai récolté peut-être 3-4 plants il y a 2 semaines parce qu'elle commence à être fibreuse. Quand elle commence à former sa gousse, c'est que l'énergie qui est accumulée dans le feuillage descend vers le bas et la gousse et le bulbe est en train de se former. Donc, la partie du haut devient plus fibreuse, c'est plus fort au goût, donc c'est moins intéressant à consommer. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai 2 autres cultivars d'échalotes, ceux-là que je sème en même temps que l'ail, c'est-à-dire à la fin octobre. Ça, c'est l'échalote camelot ici. Alors, c'est le même principe que la Sainte-Anne, sauf qu'il y a un décalage de 2 mois. Fait que je l'ai semé à la fin octobre en même temps que l'ail. Donc, ça a pris du temps à lever. Ça a levé vers le... Je vous dirais celle-là au début mai. Puis la prochaine que je vais vous présenter, la German Brown, a levé à peu près 1 semaine plus tard. Alors, la camelot est rouge, voyez-vous? C'est rouge. Un petit peu plus charnu que la Sainte-Anne. Et ça, ce stade-là, -là, c'est vraiment parfait pour consommer en oignon vert. Ça fait que je vais en mettre dans mon mesclun. Et j'ai cette échalote-là ici, et la German Brown, qui est un peu plus tardive. Alors, voyez-vous, quand je parle d'une gousse, de gousses réunies en un bulbe, ben, on voit très bien ici que c'est en train de se former.
Fait qu'on a 3 tiges ici, mais des fois, il y en a 6 par plant. Fait que là, je peux récolter entièrement un plant. Ça me donne 3 oignons verts. Mais si je ne le récoltais pas, ça pousserait, ça deviendrait ici un bulbe qui contiendrait des gousses que je récolterais. La German Brown, c'est au mois d'août quelque part, fin août, tout comme la camelot. OK? Donc, c'est le fun d'avoir ces réserves d'échalotes-là pour pouvoir tout le temps en installer. Comme ça, on a toujours accès à des oignons verts de qualité en début de saison. Quand on fait nos premiers mesclins, c'est le fun d'avoir des oignons verts à rajouter et j'utilise les échalotes. Alors là, ce que je vais faire, je vais hacher tous ces oignons verts-là, parce que ce n'est pas encore des échalotes, et je vais les intégrer à la vinaigrette. Fait que je commence par la camelot. On hache ça le plus finement possible, parce que c'est pas le fun quand on mange du mesclun d'avoir des gros morceaux d'oignons verts dans la bouche, c'est quand même un petit peu fort. Mais à ce stade-ci, c'est quand même assez doux. Alors, il ne faut pas que le chef se coupe en avant d'une auditoire de 80 personnes, parce que vous allez juste vous souvenir de ça. Hey, M. Gagnon, il est venu à Blessville donner une conférence, puis il s'est coupé le pouce. Alors, vous voyez, il faut nettoyer comme il faut. J'enlève la peau extérieure. Ça, c'est la German Brown ici. Elle est plus tendre que les autres, parce qu'elle est plus jeune. Donc, c'est vraiment meilleur quand c'est plus jeune. Ça, c'est vraiment le stade parfait. J'enlève le bout des queues. Donc, tout ceci est comestible. Je fends en deux dans le sens de la longueur. Je coupe en deux et je hache le plus finement possible. Et puis, je vais aller chercher celle-ci, la Sainte-Anne. Fait que là, s'il y a quelqu'un qui prend en note les ingrédients que je mets dans mon mesclin, on est rendu à 3. Parce que c'est 3 échalotes différentes. Tantôt, je vais vous présenter des photos, vous allez voir les échalotes aux différents stades. OK. Dans les ingrédients coriaces, qu'est-ce qu'on peut intégrer? Du fenouil. Excellente proposition. Ça donne bien, j'en ai apporté. Alors, les échalotes sont là. Mais mon fenouil est petit. Hein? Il est vraiment petit. C'est vraiment symbolique. Ça ne veut pas dire que je ne sais pas cultiver le fenouil. Ça veut juste dire qu'on est le 5 juin. Hein? Puis ce fenouil-là a été transplanté il y a 3 semaines. Ça fait que là, il est en train de commencer. Ça, c'est du fenouil bulbeux. OK? Le fenouil bulbeux, ça donne un bulbe. On voit qu'il est en formation, mais le bulbe, quand il va être prêt à récolter, il va être bien plus gros que ça. Puis ça donne vraiment, comme diraient mes amis, du fou. Ça, là, du fenouil, c'est pas évident à cultiver. J'ai essayé avec toutes sortes de cultivars et j'ai découvert il y a 5 ans de Wild Garden Seeds qui sont installés en Oregon. Eux autres, ils font le fenouil Perfection. Il porte très bien son nom. Depuis que je cultive le fenouil Perfection, j'ai réussi parfaitement mon fenouil. Et c'est extrêmement agréable à consommer le fenouil parce qu'on peut le faire braiser, on peut l'intégrer dans des mesclins, on peut le manger en crudité avec des trempettes. Ça a un petit goût d'anis. Fait que je le hache finement et même s'il n'y en a pas beaucoup, ça va donner un petit quelque chose de spécial à notre mesclin. Alors, j'ajoute tous les feuilles, les petits morceaux du bulbe et je brasse. Qu'est-ce qu'on a aussi comme ingrédient ferme? Une pomme. Pourquoi pas? Les mesclins évoluent selon les saisons. Un mesclin d'hiver n'est pas comme un mesclin d'été. Parce qu'en été, on a accès à une multitude de matières premières, alors que l'hiver, on est plus limité, on travaille plus avec des choses qu'on a en chambre froide. La pomme, elle peut pratiquement toujours rentrer dans le mesclin. Alors, je vais en mettre des petits morceaux en cubes. C'est toujours agréable d'arriver avec la dent sur un petit morceau de pomme quand on mange la salade.
Ça pourrait être l'orange. Ça pourrait être de l'orange, ça pourrait être de la poire. La seule limite, c'est l'imagination. Je veux dire, on peut tellement mettre de choses dans un mesclun, on peut mettre des raisins secs si on veut. Ça n'a pas de fin. Et la pomme, ça donne toujours une petite croustillance intéressante. On pourrait mettre des noix, à la limite. Tantôt, je disais qu'il y avait 5 catégories d'ingrédients dans un mesclun. Je vous ai dit qu'il y avait des laitues, qu'il y avait des ingrédients fermes, qu'il y avait des verdures. Je n'ai pas nommé les 2 derniers. Il y a les plantes aromatiques. Basilic, des feuilles de basilic, de la coriandre, quoi d'autre? Sauge un petit peu, parce que ça a quand même un goût assez dominant. Il ne faut pas mettre quelque chose qui goûte trop l'estragon, de la coriandre, je l'avais dit. Du persil, tout à fait. Donc, on a rajouté les pommes, on brasse tout de suite, parce que ça s'oxyde. Ingrédients durs, carottes, pourquoi pas. J'ai apporté ma grosse râpe, donc on va y aller avec la râpe. Un petit peu de carotte, c'est le fun aussi la carotte parce que ça met de la couleur. Alors, c'est des carottes du jardin de l'année passée que j'ai gardées dans ma chambre froide. Alors, on a dit que dans un mesclun, il y avait des plantes aromatiques, il y a aussi des fleurs comestibles. Et la dernière catégorie d'ingrédients, ce sont les plantes sauvages. Donc, des pousses de marguerite, des pissenlits. Des pousses de marguerite, c'est excellent. Les jeunes plants de marguerite, c'est excellent à manger. Je vous ai apporté du mouron des oiseaux. C'est une mauvaise herbe dans le jardin. Je vous ai apporté du chou gras. On va tout intégrer ça dans notre mesclun. OK, on est toujours dans les ingrédients durs. Il me restait un tout petit chou de rien du tout. Fait qu'on va en mettre un peu. C'est toujours le fun d'avoir du chou dans un mesclun, surtout un chou rouge pour la couleur. Donc, on va intégrer un petit peu de chou. Je vais enlever ça parce que vous ne voyez pas ce que je fais. Alors, il y a une nouvelle problématique, malheureusement, avec les brassicacées. C'est quoi les brassicacées? C'est la famille des choux. Autrefois, ça s'appelait les crucifères. Mais les taxonomistes, il n'y avait pas grand-chose à faire, ça fait qu'ils ont décidé de changer les noms des familles. Alors maintenant, les crucifères s'appellent les brassicacées. Les ombellifères, comment ils s'appellent maintenant? Personne ne sait ça? Les ombellifères, c'est les carottes, le céleri, le persil, ça s'appelle maintenant les apiacées. Les laitues et les chicorées, ça s'appelait comment avant? Les composés, comme le tournesol, l'artichaut, c'était dans la famille des composés. Maintenant, c'est la famille des astéracées. Les cucurbitacées, ils n'ont pas changé de nom. Les solanacées, ils n'ont pas changé de nom. Tous les noms finissent maintenant en C. Vous voyez, crucifères, ils ont changé ça pour brassicacées. Composés, ils ont changé ça pour astéracées. Ombellifères, ils ont changé ça pour apiacées. Les graminées, le maïs sucré, ça ne s'appelle plus une graminée. Est-ce que quelqu'un connaît le nom, le nouveau nom? Poacée. P-O-A-C-E. Écoutez, on a le droit d'utiliser les anciens noms, mais c'est le fun de savoir les nouveaux. Alors, regardez-moi ça, là. On est juste dans la première catégorie d'ingrédients. Regardez ça, qu'est-ce que ça a de l'air. On a déjà un beau mélange. Qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dedans dans la même catégorie des ingrédients fermes? Des radis. Parfait. J'en ai apporté de mon jardin. Écoutez, je suis allé ce matin, j'ai appelé un de mes amis qui produit en serre, j'ai dit, t'as-tu du radis? Il dit non, j'étais sûr qu'il y en avait. J'ai été voir mes radis puis j'ai trouvé ça. Fait qu'on va mettre 10 radis dans le mesclun.
J'ai du Cherry Bell et du déjeuner français. Ça, c'est le déjeuner français. Il est un petit peu allongé. Il y a un bout blanc. Voyez-vous? Il est rose dans le milieu puis rouge dans le haut. C'est vraiment un radis intéressant. Il s'appelle déjeuner français. Ben, à ce stade-là, là, c'est pas piquant du tout, puis il n'y a plus beaucoup ce printemps. Le radis, là, pour avoir une belle qualité, il faut semer très tôt. Donc ça veut dire début mai. Okay? Quand on dit très tôt, c'est début mai. Il ne faut pas les semer trop denses, parce que des radis trop serrés, ils montent en hauteur, puis ils ne font pas de belles petites racines rondes. Puis ils ne sont pas bons, ils sont plus hard, ils sont plus forts. Donc, il faut mettre une graine au pouce, aux 2-3 cm. Si vous les mettez plus serrés que ça, ils vont pousser comme, ils vont faire des petits radis effilés, puis ça ne sera pas bon. Il faut leur laisser suffisamment de place, c'est très important. Et l'autre truc, l'autre astuce pour les radis, c'est qu'il faut les protéger d'un ravageur important des brassicacées en cette période. Malgré que là, c'est presque terminé. Quel est ce ravageur? Les attises. Les vers, oui, c'est vrai. Il faut les protéger contre les vers, mais ça vient d'où ces vers-là? Non, c'est pas un papillon. C'est une mouche. C'est la mouche du chou. Ah, ouais. C'est la mouche du chou qui pond le premier cycle du 5 mai au 5 juin. Alors, la mouche pond ses œufs. Elle aime les brassicacées. C'est la mouche du chou. Elle aime toutes les brassicacées. Les œufs éclosent, ça descend dans la terre, puis là, ça mange les racines. Dans le cas du radis, ça rentre dans le radis, puis ça se promène à l'intérieur du radis, ça ne le fait pas mourir. Mais ça donne des radis véreux, hein, qui ont des vers dedans. On n'aime pas bien ça, trouver un radis avec des vers. Si vous plantez du brocoli à ce temps-ci, la mouche du chou va pondre au pied des brocolis, les petites larves vont descendre, vont rentrer dans la racine et ça va faire mourir vos plants de brocoli, vos plants de chou. C'est la raison pour laquelle toutes mes cultures de brassicacées sont établies à partir de maintenant, puisque le cycle de ponte est maintenant à peu près terminé. Le cycle de ponte de la mouche du chou, c'est à peu près fini. Donc, si on veut réussir ces radis, et c'est la même chose pour les rabioles, hein, les rabioles qu'on appelle également les navets, il faut absolument les semer tôt, parce que c'est deux espèces qui apprécient des conditions fraîches. Si vous faites du radis au mois de juillet et de la rabiole au mois de juillet, c'est pas bon, c'est trop fort. Il faut que ça soit cultivé tôt au printemps, quand il y a beaucoup d'eau et quand la température est fraîche. Donc, sur une section du jardin, je vais mettre un rang de radis, un rang de rabiole, puis un rang de radis. Et dès que c'est semé, je vais recouvrir cette section-là avec un agrotextile. C'est un petit tissu blanc très léger qui laisse passer la lumière, qui permet à l'eau de pluie de traverser. Et c'est tellement léger que le plant, lorsqu'il se développe, soulève le tissu. Donc, il faut y laisser un petit peu de lousse, évidemment. Si vous installez votre tissu très tendu, bien là, c'est sûr que la plante va avoir de la misère à lever le... Donc, vous laissez un petit peu de lousse et les plants de radis, de rabiole poussent sous le tissu et ça donne des radis sans verre. Et la qualité est très bonne parce que le tissu crée un petit peu de chaleur aussi. Donc, ça stimule la croissance. Alors, il n'y aura pas de verre dans les radis que vous allez consommer tantôt. On pourrait mettre le feuillage, mais il n'est pas très beau parce qu'il y a eu un petit peu de misère dans l'entreposage, ça fait que je ne mettrai pas le feuillage. Mais quand les radis sont jeunes, le feuillage est excellent. Quand vous avez parlé des radioles, c'est une sorte de radis, non? Pardon? Les radioles, là. Oui, c'est des petits navets. Des navets blancs, exactement. Alors, je coupe ça en petites tranches fines. Et j'intègre les radis rapidement dans mon masculin. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre à part de ça? Comme matière dure et ferme, il n'en reste plus beaucoup. Avez-vous des suggestions? Pardon? Du céleri? Ben oui, du céleri, c'est une très bonne idée, mais j'en ai pas. Mais c'est une très bonne idée. Du chou-rase, c'est une excellente idée aussi, j'en ai pas. Je vais vous donner, j'ai apporté un petit ingrédient.
qu'on va rajouter. Je pense que ça va être le dernier de cette catégorie-là. Je vais vous donner un indice. C'est un légume de la famille des Chenopodiaceae. Qu'est-ce que c'est? Hein? Dans la famille des Chenopodiaceae, il y a ce légume-là. Il y a également la bêta-carpe et l'épinard. Il y a 3 légumes qu'on connaît dans la famille des Chenopodiaceae. Alors, l'épinard, la bêta-carpe, 2 légumes feuilles qu'on intègre dans le SQL, mais ce n'est pas dans la catégorie des légumes fermes. Betterave, vous avez raison. Alors, ce qui est intéressant d'utiliser, c'est une petite betterave délicate, pas trop grosse, n'est-ce pas? Parce que là, crue la betterave. Alors, j'en ai apporté une comme ça, une petite. Fait qu'on la met dessus dans le mesclun, celle-là? Non. Qu'est-ce que c'est que cette betterave-là? C'est une betterave à sucre. Non, c'est pas. Madame, c'est une betterave à vache. Possiblement qu'une vache aimerait ça. C'est sûr qu'il faudrait la couper. Hein? Mais ça, c'est une betterave extraordinaire. Le cultivar, c'est Lutz Greenleaf. Ça a été semé l'année dernière chez nous au mois de juin, donc à ce temps-ci, et j'ai récolté ça à la fin d'octobre l'année passée. Ça a l'air bizarre, parce que quand on regarde un gros légume de même, on dit ça doit être coriace, ça ne doit pas être bien bon, mais détrompez-vous, cette betterave-là est extraordinaire. Elle est d'une tendreté, elle a un gros taux de sucre, c'est vraiment délicieux. Mais on n'utilisera pas celle-là pour mettre dans notre mesclun, je vais la mettre Dans ici, un gâteau. pour le tirage. La personne qui va la gagner, il faut la faire cuire entière. Il ne faut pas la couper en morceaux parce qu'on veut que la saveur demeure à l'intérieur. Vous pouvez la cuire au four, mais à cette grosseur-là, c'est 1h30 sûrement, 350. Moi, ce que je fais, je la cuis à l'eau dans un gros chaudron, vraiment à feu doux, là, mijoté pendant 1 heure, 1h30, puis à un moment donné, avec le couteau, vous passez au travers, puis quand le couteau ne ressent plus de résistance, c'est prêt. Vous la mettez sous l'eau froide, vous ôtez la peau, vous la coupez en petits cubes, vous faites une salade de betterave avec ça. Sérieusement, là, c'est une betterave extraordinaire. Mais j'ai pris la plus grosse qui me restait pour vous faire rigoler un petit peu. Et on voit sur les quand on fait avoir la quand on fait un gâteau de betterave, là, ça se fait. Pour faire du gâteau de betterave, c'est excellent. Alors, le nom, je vais l'écrire. C'est bon. Lutz Greenleaf. Lutz Greenleaf. Et on vend ça, nous, hein, cette betterave-là. C'est produit par mon ami Steve Brisson à Saint-Didace. Ça fait 15 ans qu'il produit cette semence de betterave-là. Et c'est vraiment une vedette chez nous. Les gens reviennent tout le temps, chaque année, la prendre. Et ce qui est le fun, c'est qu'on ne la trouve pas dans les catalogues commerciaux William Dam, etc. Je l'ai trouvé chez William Dam il y a 15-20 ans. Ils l'ont sorti de leur catalogue. Puis je pense qu'on est les seuls à la produire. C'est vraiment une betterave très, très intéressante. Alors, si vous voulez avoir des beaux spécimens aussi, c'est la même affaire qu'avec les radis. La densité a une grande importance. Fait que je sème peut-être un peu serré parce que chez nous, on a des verres gris. Fait qu'avec les carottes, les choux raves, les betteraves, ma densité est toujours un petit peu plus forte parce que je sais que les verres gris vont venir m'en manger. Quand le cycle des verres gris est terminé vers le 20-25 de juin, je regarde mes rangs et souvent j'ai des parties de rang que je dois éclaircir parce que le verre gris ne va pas consommer uniformément sur tout le rang. Donc il y a des zones où il n'y aura plus de betteraves pantoute parce qu'ils vont avoir tout mangé. Puis il y a d'autres bouts de rang, des segments de rang où il n'y a pas eu de verre gris et là c'est un peu trop dense. Si je veux avoir des belles betteraves, donc ça c'est un beau volume. L'autre c'est un peu excessif, là, la grosseur, mais ça c'est un beau volume. Si elles sont trop petites, elles ne sont pas bonnes. Cette betterave-là doit venir assez grosse pour développer son sucre et sa texture singulière. Donc, il faut laisser à peu près un plant aux 4-5 pouces si vous voulez avoir des beaux sujets. Ça ne donne à rien de les mettre tassés comme des petites betteraves Détroit ou Chioggia ou des petites betteraves jaunes. Les petites betteraves jaunes, ça vient gros comme ça.
bien, vous pouvez les mettre aux 2 pouces, il n'y a pas de problème. Mais de la loutre, si vous voulez avoir des bons résultats, il faut lui donner de l'espace. Fait qu'on va faire la même chose qu'avec la carotte, on va en râper un petit peu, puis on va en intégrer à notre vinaigrette. Avec le cap, puis ce qui est le fun, c'est que ça se conserve en chambre froide, puis même là, la température de la chambre froide est rendue à 8-10 chez moi, puis la betterave est encore super ferme. Elle va être encore bonne au mois de juillet dans ma chambre froide, même si la température a continué à monter. C'est vraiment, vraiment surprenant. C'est la même chose avec les carottes. Si vous avez des grosses carottes, là, vous gardez les plus grosses dans votre chambre froide pour la fin et elles vont se conserver, elles vont garder une très, très belle texture. Les petites, on les mange en premier, c'est comme avec les betteraves, puis les grosses, on les garde pour la fin. Dans ma chambre froide, j'ai encore des carottes, j'ai encore des betteraves, j'ai encore des pommes de terre, j'ai encore des céleri rares, j'ai encore des panais, j'ai encore des rutabagas. Mais c'est sûr que rendu à ce temps-ci, les légumes racines, on en a un petit peu moins envie. On commence à regarder les asperges, on commence à regarder ce qui va sortir du jardin. On vient de semer les zucchini. Fait qu'on est prêt pour ça, là, on est rendu au printemps. Donc, je ne mettrai pas tout ça quand même parce que pas exagéré. Fait que je vais en râper un petit peu. Je n'ai pas apporté de fleurs comestibles, j'en avais pas. Et dans les fleurs comestibles, qu'est-ce qu'on pourrait intégrer dans un mesclun? Les capucines, les pétales de souci, la bourrache, la monarde, les pétales de tournesol, dans les plantes sauvages, les fleurs de vèche-jargeau, les fleurs de trèfle rouge, c'est excellent. Est-ce que quelqu'un qui écrit le nombre de choses qu'on met dans le mesclun? Oui, il y a quelqu'un qui le fait. Merci beaucoup. On est rendu à combien là, avec la betterave? Avez-vous des graines de ça? Oui, la loutre green leaf, oui, on a. Alors là... Le concombre est considéré comme étant un légume ferme? Oui. Le concombre pourrait rentrer là-dedans. Même la courgette, des petites courgettes jaunes, on peut les émincer finement puis les faire tremper dans la vinaigrette. Alors, regardez qu'est-ce que ça a l'air là, en date. Le mijounage qui arrive. Tout le monde a vu un peu où on est rendu dans notre préparation. Et ce qui est le fun, c'est que là, on n'a plus de vinaigrette. Il n'y a plus de liquide là-dedans. Là. Tout est en train de s'intégrer aux matières fermes, aux aliments fermes. Et c'est bon de faire macérer comme ça pendant une demi-heure. Parce que ça fait en sorte que les carottes, les betteraves, ça ramène un petit peu sous l'effet principalement du vinaigre. Nous autres, on ne verra pas. Pardon? Oui! Voilà ce que ça a l'air. Regardez-moi ça, là. On a-tu de la couleur là-dedans? Mettez de la couleur dans votre assiette, c'est important. Voilà, des poivrons, ça serait parfait. J'en avais pas. Mais effectivement, vous pouvez mettre plein de poivrons là-dedans, c'est délicieux. Des fois, vous avez des idées d'ingrédients qu'on peut intégrer dans le mesclun. Allez-y. Pardon? Madame a proposé de la rhubarbe. Pas sûr. Remarquez qu'on peut toujours essayer. Je ne vais pas tout le temps nettoyer ma table parce que ça va prendre trop de temps. Je vais juste passer les affaires et je fais mon ménage après. Première catégorie terminée. On va maintenant passer aux légumes feuilles. Pas la laitue, tout ce qui n'est pas laitue. Okay? Donc, je vais regarder ce que j'ai ici. J'ai préparé ça ce matin chez nous, et je ne me souviens même pas de tout ce que j'ai apporté. Alors, ici, c'est des verdures que j'ai cultivées dans ma serre.
J'ai mis ça au début avril. Là-dedans, il y a de la moutarde. Ça, c'est de la moutarde Osaka Purple. Sauf que, on observe toutes sortes de choses hein, quand on cultive en serre. Il me manquait de place un petit peu dans ma serre pour mes caissettes de tomates puis de poivrons. Ça fait que je me suis mis une rangée de bancs par-dessus ma zone où je cultivais les verdures. Puis là, j'ai mis des caissettes là-dessus pendant 3 semaines. Là, hier, j'ai ôté ces caissettes-là, j'ai ôté les bancs, et tout ce qu'il y avait en dessous, vu qu'il n'y avait pas eu de lumière directe, ben ça ne s'est pas coloré autant. Fait que normalement, la moutarde ici, qui s'appelle Osaka Purple, elle est rouge. Mais là, vu qu'elle n'était pas à la lumière, ben, elle est restée belle. Elle est bonne quand même qu'elle est meilleure, parce qu'elle est un petit peu moins forte. Il y a ici quelque chose que vous n'allez peut-être pas reconnaître parce que c'est trop petit, mais c'est une feuille de bêta-carpe. Fait que j'avais mis de la bêta-carpe, mais ça n'a pas très bien poussé parce que ça a été un tout petit peu étouffé par le mouron aux oiseaux. Alors, le mouron aux oiseaux, là, il y en avait. Là. Ça, c'est le mouron aux oiseaux qu'on appelle la stellaire. C'est une mauvaise herbe qui peut devenir extrêmement envahissante dans un jardin. Donc, si ça commence à s'installer dans votre jardin, la stellaire, là, pinez, arrachez-la, puis mangez-la. Parce que si vous laissez la stellaire se ressemer, ça peut devenir un gros problème. C'est très bon à manger. C'est vraiment très bon à manger. Donc, là, je ne vais pas tout décortiquer ça. C'est tout mélangé ensemble. Donc, il y a de la bêta-carpe, il y a de la roquette, il y a du mouron des oiseaux, puis de la moutarde. OK? Ça fait que là, je passe un coup de couteau là-dedans, puis j'envoie ça par-dessus mes matières fermes. OK? Puis on ne brasse pas. J'ai brassé les matières fermes parce que je voulais que la vinaigrette les travaille. Mais là, je mets des petites verdures. Si on mettait la petite verdure en contact avec la vinaigrette maintenant, ça ramollirait. On veut garder le maximum de croustillance à notre verdure. Donc, à partir de maintenant, je ne tourerai pas. D'accord? Je vais juste placer mes verdures là. Puis à la fin, avant de manger, on va touer. On avance. Alors, je sors ce que j'ai apporté. Je ne m'en souviens même pas de tout. Alors, ça, c'est des pissenlits qu'on a récoltés la semaine passée. Je ne les mettrai pas, je pense qu'ils sont pas assez beaux. Fait qu'on oublie les pissenlits, mais sachez que le pissenlit, c'est une manne extraordinaire à la fin d'avril, début mai. Il y en a eu cette année, il était bon, le pissenlit, il était blanc, il était croustillant. C'est vrai que quand il a commencé à avoir des fleurs, il est amer. Bien, quand il commence à avoir des fleurs, c'est moins bon. Même au stade de bouton, c'est beaucoup moins intéressant. Alors, on voit ce que j'ai ici. Alors, j'ai demandé à Diane ce matin de m'aider un petit peu parce que j'avais pas le temps de tout faire. Alors, j'ai demandé d'aller dans le jardin me récolter des petites plantes sauvages. Alors, ça, c'est de l'orpin. L'orpin, qui est une plante ornementale. La plupart d'entre vous connaissez ça. Quand c'est jaune, de l'orpin, c'est comestible et c'est délicieux. Alors, je mets les feuilles d'orpin les plus tendres, puis la tige à la base est un peu dur, ça fait que je mets pas. Ça, c'est quoi? Chou gras, excellent dans le mesclun, très nutritif. Alors, on met des feuilles de mesclun, des feuilles de chou gras. Pas mal. Ça a été récolté dans la serre d'un de mes amis ce matin. Probablement que dans le jardin, vous n'en trouverez pas à ce stade-ci. C'est un peu tôt en saison. Et quand vous arrachez votre chou gras jardin, gardez-le soit pour faire un purin ou pour le consommer. Alors voilà pour le chou gras. Ah, ici, il y a un pissenlit qui a été récolté ce matin, qui est plus beau que les autres. Ça fait que je mets quelques feuilles de pissenlit. Un petit peu d'orpin encore.
Alors ici, c'est des petites pousses de marguerite. Voyez-vous, des jeunes pousses de marguerite comme ça, c'est excellent. Pissenlit, harpin. La petite marguerite sauvage. Oui, la petite marguerite sauvage. Regardez-moi ça. Vous la reconnaissez-vous? Oui, 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 oui. Petite marguerite. Harpin. Pissenlit. Marguerite. Et voilà. Ça, c'est grâce à Diane qu'on peut avoir ça ce soir, parce que moi, je n'avais pas le temps d'aller récolter ça. Ensuite, ici. Ça, c'est le fameux Mizuna que j'ai été chercher chez un de mes amis qui a une serre. Alors, le Mizuna, c'est une moutarde orientale, mais contrairement aux autres moutardes que je connais, c'est pas fort du tout, du tout, du tout. Alors, regardez si c'est beau. Ça a vraiment un feuillage très, très découpé, très dentelé. Regardez ça. C'est vraiment très joli. Ça a vraiment une belle apparence. Ça n'a pas beaucoup de goût. OK? Donc, vous pouvez en mettre des bonnes quantités, puis ça ne viendra pas du tout affecter ou dominer votre mesclun. Donc, on va en mettre parce que c'est quelque chose qu'on a à profusion grâce à mon ami qui a une serre. Dans le jardin, c'est sûr qu'à ce temps-ci, on n'a pas des quantités de Mizuna comme ça. Et normalement, on récolte les plants jeunes. Lui, il y avait des immenses plants. Écoutez, ça, c'est même pas un plant, là. Ça, c'est le tiers du plant que j'ai pris ce matin dans sa serre. C'était immense. Alors, je coupe ça. Je ne mettrai pas les tiges dans la base. Je vais essayer de mettre principalement du feuillage. Les tiges, je vais garder ça pour donner à mes poules ou mettre dans mon compost. Alors voilà, on rajoute ceci. Il va en avoir du Mizuna dans notre mesclun. Avant la pause, j'aimerais ça vous présenter mes laitues. J'ai récolté dans mon jardin ce matin quelques laitues qui sont toutes jeunes. À ce temps-ci, pour me faire une salade le soir, il faut que je récolte 4 laitues dans mon jardin parce qu'elles sont toutes petites. Mais ça ne me dérange pas, j'en ai transplanté tellement parce que je savais que dans une certaine période, j'allais en manger beaucoup. Mais dans 2 semaines, je vais récolter une laitue merveille des 4 saisons, puis elle va me durer 2 jours tellement elle va être grosse. Vous comprenez? Alors ça ici, c'est une laitue rouge qu'on appelle la Merlot. Elle est très, très riche en anthocyanine. L'anthocyanine, c'est une substance bioactive qui permet de prévenir toutes sortes de problèmes de santé. Ça, c'est la Divina, une laitue Boston verte que j'aime beaucoup. Elle commence tout juste à pommer, là. La raison pour laquelle je ne l'intègre pas tout de suite dans le mesclun, c'est que je voulais vous les montrer. Tantôt, à la pause, je vais aller les laver comme il faut, puis je vais les essorer. OK? Alors, je vais les intégrer pendant la pause. Ici, vous avez de la cardinale. Oui? Est-ce qu'on peut prendre juste les feuilles autour? Les laitues en feuilles, oui, vous pouvez récolter, mais les laitues pommées, vous attendez qu'elles soient pommées, vous les récoltez en entier. Moi, je trouve que les pommées, ça ne vaut pas la peine de commencer à ramasser des feuilles parce que l'énergie que le plant utilise pour former sa pomme vient des feuilles extérieures. Donc, si vous ôtez les feuilles extérieures, la pomme va être moins belle. Donc, toutes les laitues pommées, vous êtes mieux de les récolter en entier. Comme cette Divina-là, elle n'est pas pommée encore. On voit que la pomme est en train tranquillement de se former. Là. On voit que dans le cœur, si on l'ouvre, on voit que c'est beaucoup plus tendre et beaucoup plus pâle au cœur. Dans 2 semaines, ça va être une immense pomme là, ici que je vais avoir. Mais ça, c'est délicieux à ce stade-là. Tu sais, ça ne me dérange pas qu'elle ne soit pas pommée. Mais ça ne m'aurait rien donné de commencer à récolter les feuilles extérieures comme ça, parce que dans 2 semaines, je n'aurais pas eu une belle pomme. Donc, laitue pommée, que ce soit des Boston, que ce soit des romaines ou que ce soit des genres iceberg, qu'on appelle en français des laitues glaciales, on ne récolte pas les feuilles extérieures. Par contre, avec de la Merlot ou de la Black Seeded Simpson, par exemple, c'est des laitues en feuilles, là, vous pouvez récolter les feuilles extérieures, ça ne dérange pas. Ici, j'ai une de mes préférées qui s'appelle la Merveille des 4 saisons. C'est une laitue Boston.
mais il y a beaucoup de rouge dedans, contrairement à la Divina. Regardez sa robe, sa coloration est vraiment superbe. Elle a commencé tranquillement à faire sa pomme, mais ça, c'est vraiment de toute beauté. Quand elle est pommée, là, elle est toute rouge foncée, là, ce que vous voyez. Puis quand vous allez chercher la pomme, elle est toute pâle au cœur. C'est vraiment une laitue magnifique. Ici, c'est une autre cardinale. Ça, c'est une laitue pommée, genre iceberg, qu'on appelle laitue glaciale. Fait que tantôt, à la pause, je vais aller toutes laver ceux-là comme il faut. Je vais les essorer et je vais les intégrer dans le mesclun. Ici, c'est des laitues que j'ai pris chez mon ami qui a une serre. Elles sont déjà toutes essorées. Donc, il y a une romaine. Belle romaine ici. Donc, on peut tout simplement les défaire comme ça et les intégrer dans notre mesclun. On pourrait utiliser un couteau aussi. Hein, il va y avoir de la matière à manger tantôt. Alors, c'est principalement de la romaine qu'il y avait à Jean-Sébastien. Donc, j'ai acheté 2 grosses romaines. Je vais utiliser le couteau. Romaine. Avez-vous faim? Il y avait une feuille de chêne aussi. Petite feuille de chêne. J'ai acheté une variété de salade mélangée l'année passée. Et puis il y avait du chocolat comme ça. Ouais. Mais bon, Fait qu'on est rendu à la pause. C'est toujours de la romaine puis de la feuille de chêne. Fait que je vais arrêter ça là parce que je trouve qu'il est un petit peu humide. Ah oui, il y a quelque chose d'autre que je n'avais pas vu. Je ne me souvenais pas que j'avais. Est-ce que vous reconnaissez ceci? Bok choy! Ça vient de la serre de mon ami, ça ne vient pas de mon jardin. Alors, vu que j'avais plein de bok choy chez nous ce midi, je me suis fait un sauté. Alors, le bok choy produit des cardes assez charnues. Voyez-vous les cardes ici? Fait que quand on cultive du bok choy, pour le préparer, on va séparer les cardes du feuillage. C'est un peu comme la bêta-carde, vous faites la même chose. Et la partie charnue, on va la faire revenir avec de l'ail, des champignons, plein d'affaires. Et on rajoute les feuilles hachées à la toute fin parce qu'on n'a pas besoin de cuire aussi longtemps que la partie charnue. Alors là, la partie charnue, j'avais oublié, idéalement, ça devrait aller avec les matières coriaces, ça devrait macérer dans la vinaigrette. Oui? Oh! Vous posez toute une question là, c'est une question de développement. Si vous permettez, je vais y répondre au retour de la pause. Je vais prendre un petit 10 minutes, expliquer toute la problématique des brassicacées. Parce que c'est de plus en plus compliqué les brassicacées parce qu'il y a des nouveaux insectes qui sont apparus dernièrement. Je vais vous en parler brièvement, d'accord? Alors, on prend une petite pause. Je vais compléter les salades. On se revoit dans 15 minutes. Question de parlage, là, moi je suis conscient que quand je suis en train de couper, à un moment donné, je me concentre sur ce que je fais et j'arrête de parler. Donc, c'est un peu normal que pendant que j'arrête de parler, les gens aient envie de partager des connaissances entre eux, entre elles. C'est tout à fait normal. Je comprends ce que madame dit, mais moi, ça ne m'insulte pas que vous parlez entre vous. Sentez-vous bien à l'aise. Je me sens pas du tout offusqué de ça. Alors, écoutez, j'ai tellement de choses à dire et on a une contrainte de temps. 9h15, il faut que ça soit terminé. J'ai une présentation de diapos, de photos. On a la dégustation. J'ai à peu près fini là, de faire mon mesclun parce que j'ai pas d'herbe aromatique à intégrer. On aurait pu en intégrer, mais j'avais pas de basilic, j'avais pas de coriandre, donc on n'en intégrera pas dans le mesclun. Il y a quelqu'un qui est venu me voir et m'a dit, est-ce qu'on peut mettre de la menthe? Bien sûr qu'on peut mettre de la menthe. On peut mettre du cresson aussi, ça donne un petit piquant, c'est très, très intéressant. Écoutez, si on faisait la liste de toutes les verdures, de tous les aliments qu'on peut mettre dans un mesclun, je suis à peu près certain qu'on arriverait à 100 ingrédients. Je suis à peu près certain. Donc, c'est pratiquement infini et comme je le disais tantôt, la seule limite, c'est notre imagination. Donc, déjà, si vous
faites à tous les jours un masculin avec 8-10 ingrédients différents, ben c'est déjà extrêmement intéressant au niveau de ce que vous allez chercher en éléments nutritifs. Et essayez de prendre l'habitude, presque tous les soirs de la semaine, de vous concocter un petit masculin. Vous allez en prendre l'habitude, vous allez prendre goût, puis à un moment donné, vous ne serez plus capable de vous passer de ça, parce qu'il y a de la fraîcheur, il y a de la croustillance, il y a de la saveur là-dedans, ça éclate dans la bouche, puis on finit par développer une dépendance. C'est vraiment, sérieusement, là, moi j'arrive là, dans la période des premiers masculins, là, puis je sais que je vais être là-dessus pendant 6 mois, et c'est un peu bonheur, sérieusement, là, c'est vraiment une très, très, très belle habitude à développer. Je me rends compte que des fois, je commence à parler de quelque chose, je m'en vais ailleurs parce qu'il y a trop de sujets. Tantôt, j'avais commencé à vous parler du vinaigre, j'ai arrêté. Ça fait que là, je vais reprendre là parce que je voulais vous expliquer comment Diane fait son vinaigre d'estragon. Je vous disais que le vinaigre d'estragon, c'est un vinaigre classique français. Pourquoi c'est classique? Parce que c'est excellent. On pourrait remplacer l'estragon par du thym, par de l'origan, par de la sarriette, et ça ne donnera jamais ce vinaigre-là que moi je trouve tout à fait exceptionnel. Ça fait 1 an, celui-là, que ça marine, que ça macère avec des feuilles d'estragon. C'est tellement parfumé, le parfum est tellement ludique là, que moi, c'est vraiment mon vinaigre. Alors, on prend du bon vinaigre, ça fait du vinaigre de vin. Moi, j'utilise toujours le vinaigre de cidre de pomme d'Orphée. Je trouve qu'ils ont une qualité tout à fait exceptionnelle. Et quand on goûte à cette qualité-là, après ça, quand on change, ben, on dit « Ah, c'est un petit peu moins intéressant ». Vinaigre de cidre de pomme bio d'Orphée, c'est vraiment dur à battre. On ne le cuit pas parce que dans le vinaigre, il y a plein de propriétés. Si vous cuisez, si vous chauffez votre vinaigre, vous allez perdre une partie de ces propriétés-là, donc vous ne chauffez pas. Il s'agit tout simplement de prendre des bouteilles propres. Dans la bouteille, vous mettez 2-3 branches d'estragon. On parle d'estragon français, le vrai estragon. Vous le récoltez au maximum de sa qualité. Il ne faut pas que les feuilles soient rouillées. Vous prenez tôt au printemps quand les feuilles sont vertes. Vous taillez ça en tige, vous lavez, vous essorez comme il faut. Vous ne voulez pas qu'il y ait de l'eau là-dedans. Vous mettez 2-3 tiges. Vous mettez des grains de poivre entiers. Vous pouvez mettre une autre herbe en petite quantité, 1-2 petites branches de thym. Et vous remplissez avec du vinaigre. Vous fermez le bouchon, puis vous laissez ça quelque part dans un endroit sombre, au frais. Vous laissez ça macérer. Après 3 mois, c'est déjà prêt, mais après 1 an, c'est réellement divin. Je vais faire circuler la bouteille, là, puis mettez votre nez pas collé sur le goulot, là. Vous n'avez pas besoin, juste comme ça. C'est vraiment, vraiment du bonheur. Alors, on va commencer avec vous. C'est vraiment ces petites choses-là qui font que la vie se savoure. Tu sais, on fait ses petites affaires, on fait son masculin, on fait son vinaigre, on a sa petite moutarde, et quand on se fait à manger, c'est toujours du bonheur. Diane est spécialisée dans les vinaigres. Elle fait aussi un autre vinaigre que j'aime beaucoup, un petit peu moins intéressant pour moi que le vinaigre d'estragon. C'est le vinaigre de basilic pourpre. Cette recette-là peut se faire avec tous les basilics. On peut le faire avec du basilic citron, on peut le faire avec du basilic taille, on peut le faire avec du basilic de gêne. Mais ce qui est intéressant avec le basilic pourpre, c'est que ça donne un vinaigre qui a une coloration vraiment superbe, une magnifique robe. Et nous, c'est un cadeau qu'on donne régulièrement à tous nos amis et aux membres de notre famille dans le temps des fêtes. Donc, la recette est relativement simple. Vous travaillez avec un mélangeur. Encore une fois, on travaille avec un vinaigre de qualité. Vous pouvez mettre 2 tiers de vinaigre dans votre mélangeur. Vous récoltez vos feuilles de basilic quand elles sont au maximum de leur qualité. Ne faites pas ça au mois de septembre quand les feuilles commencent à brunir, à avoir des taches. Vous faites ça au début d'août quand les feuilles sont vraiment magnifiques, sont croustillantes, sont pleines de vitalité. Donc, vous pouvez récolter une partie du plant. Souvent, les plants de basilic qui fourchent, donc vous prenez la partie centrale, vous pouvez prendre les sommités. C'est à vous de déterminer. Vous n'êtes pas obligé de tout couper le plant. Vous allez chercher une partie des feuilles pour permettre à vos plants de continuer à produire, pour éventuellement produire des pistous ou des pestos. Donc, vous prenez une certaine quantité de feuilles, vous les lavez et vous les essorez comme il faut. L'essoreuse est un outil avec lequel je travaille régulièrement.
faut vraiment bien essorer ses verdures, ses herbes, quand on veut travailler avec. Donc, une fois que c'est bien essoré, vous prenez une bonne quantité de feuilles, vous mettez ça dans le mélangeur et vous actionnez le mélangeur. Ça va vous donner, pas une pâte, hein, on ne parle pas d'une pâte épaisse, il faut que ça soit encore liquide, mais on sent qu'il y a de la matière dans le liquide. Et une fois que vous avez passé ça dans le mélangeur, vous avez actionné votre mélangeur, vous transférez ça dans des bouteilles de verre ou dans des gros pots de verre et vous placez ça dans un endroit frais, idéalement pas à la lumière, donc dans un endroit sombre, et vous laissez macérer pendant 3 semaines, puis de temps en temps, quand vous y passez, vous allez brasser votre pot. Vous le brassez une dizaine de fois. Après 3 semaines de macération, vous filtrez dans un premier temps avec un tamis normal, très fin. Une fois que vous avez fait votre première filtration, vous laissez pendant quelques jours dans votre pot que vous avez nettoyé parce que vous ne voulez pas avoir de particules en suspension dans le pot, donc vous le nettoyez comme il faut. Vous laissez se déposer les micro-particules qui vont s'en aller dans le fond et ensuite vous filtrez une dernière fois avec un filtre à café. Et là, vous allez obtenir cette matière-là qui est tout simplement divine. Aussi, je vais faire circuler la bouteille humée. Vous avez un parfum de basilic extraordinaire. Alors, je vous envoie ça. Je vais garder le bouchon, ça ne vous donne rien d'avoir le bouchon. Fait que j'en ai 2 bouteilles encore. Elles sont à vendre, j'en ai 2, elles sont 5 $ chacune. Je voulais vous parler un petit peu des brassicacées, brièvement, puis après ça, on va procéder à la présentation du petit diaporama. On va revenir sur des principes de base sur le mesclun, puis après ça, on va faire la dégustation. Alors, les brassicacées, autrefois les crucifères, c'est une très grande famille, je vous dirais que c'est la plus importante. Ça comprend les radis, les rabioles, les rutabagas, le cresson, tous les choux. Donc, on parle de choux de Savoie, choux rouges, choux pommés, les kales, les collards, la moutarde, la roquette, le cresson, quoi d'autre? Choux chinois. Les choux décoratifs, ça se mange. Choux décoratifs, ça se mange. Donc, c'est une famille très importante. Il y a 2 ravageurs qu'on connaît depuis assez longtemps. Tout d'abord, la mouche du chou. Je vous en ai déjà parlé. 2 cycles. Le premier cycle du 5 mai au 5 juin, ça donne des vers d'aéradis dans les navets, ça fait périr les plants de brocoli si on les sème trop tôt. Donc, pour éviter des problèmes avec les plants de choux, on peut les transplanter à partir de maintenant. La ponte est terminée, là, le 5 juin, donc dans 2 jours, ça va être vraiment fini. Donc, on peut transplanter du brocoli, du chou-fleur, du chou de Bruxelles, du chou de Savoie, etc. À partir de maintenant, il n'y a plus de problème avec la mouche. Le deuxième problème classique, c'est la pyrrhide du chou. La pyrrhide du chou, c'est le petit papillon blanc qu'on voit tout l'été. Il vient d'arriver dans les régions chaudes. Il va arriver ici, faites-vous-en pas si vous n'avez pas vu, très bientôt. Le papillon, ça coupe. La femelle pond ses œufs sur la face inférieure des feuilles. Les œufs éclosent, ça donne des chenilles vertes. Très difficile à repérer parce qu'elles sont exactement de la même couleur que la feuille de chou. Donc, essayez pas de faire de la récolte manuelle comme avec le dorifort de la pomme de terre ou le ver gris. C'est des ravageurs qu'on peut récolter manuellement, qu'on peut contrôler manuellement, mais la pyrrhide, ça ne donne rien. Vous allez peut-être en trouver quelques sujets, mais il va toujours en rester. Donc, pour contrôler la pyrrhide, c'est véritablement le BTK, qui est un insecticide biologique, qui est extrêmement efficace et qui n'est pas problématique pour l'environnement. Vous avez laissé sa table tout à l'heure. Je l'ai laissé sur la table? Oui, c'est à côté de votre bouteille À À côté du vinaigre de vin balsamique, là. Merci beaucoup. Alors, BTK, ça s'appelle. C'est vendu par la compagnie Safers. Safers. BTK. Maintenant, on a un nouveau problème avec les brassicacées. C'est un insecte qui est apparu chez nous il y a 2 ans. L'insecte se nomme la cécidomie du chou-fleur. La cécidomie du chou-fleur nous est arrivée d'Europe. Ça fait peut-être 15 ans que l'insecte est arrivé en Amérique du Nord. C'est un insecte qui se propage lentement. C'est petit comme un maringouin, vous ne le voyez pas. Mais c'est vraiment un gros problème.
ça pond ses œufs sur le bourgeon terminal du plant. Alors, on donne un exemple. Un chou pommé. Vous transplantez du chou pommé la semaine prochaine. Dans 3 semaines arrive la cécidomie, elle pique le bourgeon terminal. Le bourgeon terminal avorte. Qu'est-ce que ça fait quand ça avorte? Bien, ça fait des pousses secondaires. Donc, au lieu d'avoir une belle pomme qui va se former normalement comme il se devrait, bien, ça fait plein de petites pommes, comme des choux de Bruxelles. C'est pas ça qu'on veut. Évidemment, si vous faites piquer, vous pouvez ôter toutes les petites pommes puis laisser la plus belle, mais elle va finir par donner une pomme pas trop pire. Dans le cas des choux pommés, vous pouvez mettre un agrotextile de la même façon que pour le radis. D'accord? Vous protégez le plant jusqu'à temps qu'il forme un début de pomme. Et quand la pomme commence à être assez formée, vous pouvez ôter votre textile, la cécidomie ne sera plus problématique. Par contre, pour le brocoli, pour le chou-fleur, pour le chou de Bruxelles, pour le chou rave, pour le rutabaga et probablement quelques autres, ça pique tout le temps, toute la saison. Le rutabaga, il avorte, il vient vraiment. Le chou rave, ça ne marche pas non plus. Les brocolis, là où c'est piqué, ça fait des zones brunes qui noircissent. Donc, vous avez un brocoli avec des spots noirs dedans. C'est dégueulasse. Le chou-fleur, c'est la même chose. Les choux de Bruxelles viennent toutes difformes. C'est vraiment pas le fun. Fait que c'est plate parce que ça allait relativement bien ces 30 dernières années pour les brassicacées. On traitait au BTK pour la pyrrhide, on mettait un tissu pour la mouche du chou, puis on arrivait à produire du brocoli, du chou-fleur, du chou de Bruxelles, des choux sans trop de problème. Si on veut réussir ces brocolis maintenant et ces choux-fleurs, il faut travailler avec des textiles, mais c'est plus des textiles qu'on appose directement sur le plant parce que ça fait de la chaleur en dessous que les brocolis viennent pas beaux. Donc, il faut installer des arceaux. Donc, on installe des arceaux, puis là, on met des toiles par-dessus les arceaux. C'est des toiles un peu différentes que l'agro-textile qu'on pose directement. C'est des textiles qui sont un peu plus élastiques parce qu'on les tend au-dessus de l'arceau et on enterre ça comme il faut pour pas que la cécidomie ait accès au plant et on laisse ça en permanence. C'est plate parce que quand on a à récolter, il faut ôter l'affaire, il faut aller chercher son brocoli, le remettre. C'est vraiment pas le fun. En industrie, là, dans la production industrielle de brocoli et de chou-fleur, on vaporise avec les molécules les plus toxiques qui existent à toutes les semaines. Donc le brocoli, le chou-fleur, le chou de Bruxelles et même les choux industriels, faites attention, c'est très contaminé. Et le gouvernement ne vous le dit pas. J'ai un producteur qui est venu me voir l'été passé, complètement découragé. Il fait 250 hectares de brocolis et de chou-fleur pour Arctic Garden. Tous ces champs étaient attaqués. Tous ces champs. Puis lui, il était pas bio, mais il était quand même sensible à ces questions-là. Puis il travaillait avec du BTK, il travaillait avec la pyrrhette. Il essayait de travailler avec des molécules qui étaient moins toxiques. Et là, ça ne marche plus. Il n'y a plus rien qui marche. Il n'y a aucun traitement biologique qui fonctionne pour cet insecte-là. Donc, tout ce qui est produit industriellement, faites attention, c'est très contaminé. Très contaminé. Je vous jure, c'est vraiment des gros, gros problèmes. Et l'hyper-spécialisation de l'agriculture, l'accroissement du commerce international et les changements climatiques vont accentuer les problèmes en agriculture et les produits qu'on va acheter sur le marché, le grand marché des légumes, bien, ils vont être de plus en plus contaminés. Donc, ça vaut vraiment la peine de s'investir dans la production d'un petit jardin et d'essayer de faire des fruits, des légumes qui sont exempts de ces substances qui sont problématiques pour la santé. Là, je ne veux pas embarquer dans tout ce que ça peut causer comme problème de santé, mais je vous conseille de faire attention avec le brocoli, le chou-fleur, les choux de Bruxelles, qui sont produits de façon industrielle parce que ça se lave pratiquement pas, ces légumes-là. Un brocoli, c'est comme une fraise, hein? Ça se lave pratiquement pas. Les pesticides sont pognés là-dedans, puis vous pouvez les faire tremper un petit peu, ça va peut-être en éliminer un petit peu. Mais, alors c'est comme ça, c'est pas, je veux pas faire le prophète de malheur, mais c'est mon devoir d'informer les gens
qu'on vit des gros problèmes en agriculture pour de multiples raisons. Et on a subi les conséquences, nous les citoyens. Et malheureusement, le gouvernement ne nous en informe pas parce qu'il protège l'industrie. Alors, c'est comme ça, c'est bien triste. Est-ce qu'il y a une ou deux questions pendant que je prépare la projection? Nous autres, on mettait sur les choux du poivre. Du poivre? Oui. On trouvait que ça avait un bon résultat. Faut pas qu'il mouille. S'il mouille, Madame dit que sur les choux, elle met du poivre. Ça peut peut-être fonctionner pour certaines choses, les limaces, peut-être la pyrite. Mais la cécidomie, l'été passé, j'avais une section, j'avais pas brillé, j'ai essayé tous les insecticides biologiques que j'avais le droit d'utiliser. Aucun marche. Dans votre jardin, utilisez-vous la cendre de bois? Bien, la cendre, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit à la porte, on peut mettre la cendre pour les vers gris. Moi, j'ai eu des gros problèmes de vers gris les 10 premières années qu'on était à Saint-Didas. Puis j'ai essayé la cendre, ça n'a pas marché. Mais si ça fonctionne pour certaines personnes, peut-être qu'ils en mettent beaucoup. Mais si vous mettez beaucoup de cendre, à un moment donné, votre sol va devenir alcalin. Fait que ça va causer d'autres problèmes. Donc, il y a une limite aux quantités de cendre qu'on peut ajouter. Bon. Alors, j'ai une petite présentation à vous faire. Voyons, pourquoi ça n'arrête pas? Ouais. Alors, mesclun. Alors, ici. Je vais vous prendre une chaise et je vais vous commenter les différentes photos. Alors ici, on a une photo de l'échalote de Sainte-Anne au stade où on l'a utilisée aujourd'hui. Alors, vous voyez qu'elle est quand même assez effilée. C'est une échalote qui est longitudinale. D'accord? Alors, quand vous l'avez séchée pour la semer, elle est longue. C'est une échalote qui a cette caractéristique-là. Elle est allongée. Alors, ça, c'est la même chose. Ça, c'est la German Brown. Ça, c'est celle que je mets en terre en même temps que l'ail à la fin octobre. Alors, vous voyez, celle-là est plus rose, plus rouille, puis elle est plus ronde. Même chose. Radis, évidemment. Que dire de plus que d'avoir envie de croquer dedans? Vous avez le Cherry Bell et vous avez le Pink Beauty. Vous allez avoir une photo ici de l'agro-textile qui est apposée sur les radis. Fait que vous voyez, j'ai retiré un petit peu l'agro-textile pour vous montrer ce que ça a l'air, le radis en dessous. Il est en pleine forme, il n'a pas l'air d'avoir eu chaud, d'avoir manqué de quoi que ce soit. Donc, l'agro-textile est apposé comme ça par-dessus la planche où j'ai mis les radis. C'est tenu en place par des petites roches rondes. Si vous mettez des roches anguleuses, quand ils vendent, ça fait bouger le tissu et ça le déchire. Donc, il faut toujours travailler avec des roches rondes, sinon vous allez être obligé de vous acheter des tissus à tous les 2 ans. On essaie de les faire durer le plus longtemps possible. C'est sûr que ce n'est pas éternel. Ceux qui veulent essayer avec du plein jour, ça fonctionne très, très bien. Et l'avantage du plein jour, c'est que c'est en nylon, donc c'est plus durable. Donc, vous pouvez essayer si vous avez des vieux plein jour chez vous. C'est très intéressant. Ça, ça fait penser à Et quoi? Ah, c'est un peu tout le même genre de toile. Tantôt, j'ai parlé du fenouil bulbeux un tout petit peu. Ça, c'est le fenouil bulbeux au stade où on le récolte normalement. C'est le cultivar Perfection dont je vous ai parlé. Il est vraiment extraordinaire. Et des petites salades de fenouil bulbeux là, bien émincées avec des clémentines, avec un petit peu de menthe l'été. C'est frais, c'est rafraîchissant, c'est vraiment extraordinaire. Moi, j'ai découvert ce légume-là en Italie. J'étais en voyage en Italie, puis à un moment donné, je suis arrivé chez des gens, puis il y avait ces morceaux-là qui ressemblaient à du céleri. Et ils servaient ça avec un fromage à la crème qui pouvait faire 50% de matière grasse. Là, on mangeait ça de même. Écoutez, j'étais plus capable d'arrêter. C'est fabuleux. Alors, regardez, ça, c'est dans le jardin. C'est vraiment un beau légume. Puis, c'est le fun parce que c'est pas attaqué par la cécidomie, la mouche. Ça pousse tout seul, il n'y a pas de problème. Carotte, il n'y a rien à dire là-dessus. Carotte rouge, oser les couleurs. Chou rouge, pour le mesclun, c'est tout à fait extraordinaire.
Là, vous avez les petites laitues différents cultivars. Ça, c'est une petite feuille de chêne que j'ai cultivée avant, j'en fais plus. Elle est vraiment mignonne avec des petites franges rosées. Ça, c'est l'oreille du diable, c'est une laitue romaine rouge dont on produit la semence chez nous. On l'aime beaucoup, là, elle est jeune, mais c'est une vraie grosse romaine. Là. Quand je vous disais tantôt que maintenant, j'utilisais 4 laitues pour faire mon mesclun, quand on est rendu à l'oreille du diable mature, elle me dure 2 jours, celle que je récolte. Alors, voyez-vous les types de compagnonnage qu'on peut faire. Ici, on a 2 rangs d'oignons avec des laitues au travers. Ça, c'est de la laitue merlot, de la rouge frisée, évidemment. Plus il y a de couleur dans ce que vous mangez, plus il y a de substances bioactives qui travaillent pour vous autres à l'intérieur de votre organisme. Je vous ai parlé de la Divina. Regardez, là, vous avez une Divina qui est à maturité. Imaginez si vous allez dedans, là, puis vous l'ouvrez, là, c'est jaune, c'est comme du beurre, ça fond dans la bouche. C'est extraordinaire. Ça, c'est l'oreille du diable à un certain stade. Ça, c'est de la merlot aussi, mais on voit des feuilles intérieures qui sont un peu plus pâles. Romaine classique. Donc, une romaine verte classique. C'est toujours bon de la romaine parce que dans la romaine, il y a une croustillance qu'on ne trouve pas dans les autres. Ça, c'est de la petite chicorée frisée. Moi, la chicorée frisée, les Français, ils cultivent la chicorée frisée comme des laitues. Fait qu'il y a récolte grosse, pommée, avec le cœur jaune à l'intérieur, et c'est amer. Moi, j'aime semer serré puis récolter à 8 feuilles. Donc, c'est tous des petits plants frisés, c'est tendre, c'est doux. Fait que ça vient de germer, là. Puis ça, c'est au stade où je le récolte. Ça a peut-être 1 mois, du semis jusqu'à la récolte. Donc, regarde, ça, c'est beaucoup. Ça aussi, il y a de la croustillance là-dedans, ça apporte de l'amertume. Ce soir, dans le mesclun qu'on va déguster, il n'y a aucune chicorée. Mais le radicchio, les thés en pommes, ça, c'est du radicchio. Le radicchio, je le transplante à ce temps-ci. On cultive ça comme une laitue, ça pomme. Regardez, ça, c'est un radicchio pommé. Ça devient très, très dense. Vous hachez ça très finement. Il y a l'amertume qu'on va chercher. Évidemment, il faut aimer ça. Mais quand vous en mettez un petit peu dans un mesclun ou un petit peu avec de la Boston Divina, par exemple, ben là, vous avez un bel équilibre et puis vous allez donner un petit quelque chose. J'ai oublié de parler de l'endive. Évidemment, l'endive, l'hiver, c'est fabuleux pour préparer toutes sortes de mesclins. Donc, l'endive, c'est une pousse. Hein? Pour produire de l'endive, on sème des graines, ça donne des carottes, des espèces de carottes de chicorée. On récolte ça à l'automne, puis on force après ça, ces racines-là, on les met dans des chaudières avec un terreau. Puis là, on met ça à une certaine température à la noirceur, puis ça donne un chicon. Ça s'appelle un chicon, c'est un bourgeon. Comme c'est fait dans un espace sombre, il n'y a pas de vert, ça reste blanc et un petit peu de jaune. Et c'est très agréable. Il y a l'amertume de la chicorée. Mizuna, maintenant vous connaissez cette moutarde orientale. Moutarde Osaka Purple. Ceux qui ont acheté des enveloppes de mesclun tantôt, vous en avez de cette moutarde-là. Quand elle est jeune, elle est piquante. Quand vous faites un sandwich au pâté ou avec des viandes, vous mettez 2-3 feuilles de moutarde avec une bonne mayonnaise, ça donne un petit piquant à votre sandwich, c'est extrêmement agréable. Et c'est une très belle plante. Regardez la beauté du feuillage. Même chose, toujours la moutarde de Osaka Purple. Ça, c'est la roquette. Il n'y en a pas beaucoup dans le mesclun qu'on va déguster ce soir, mais le mesclun, c'est excellent. Ça fait baisser le taux de cholestérol. Très bons légumes. Vous pouvez en mettre sur les pizzas. Beta-carbe, ça, c'est le cultivar Golden avec les carbes jaunes. Quelqu'un me demandait tantôt si on pouvait prendre les feuilles extérieures de la bêta-carbe. J'ai répondu oui, c'est la façon de récolter. Vous récoltez tout le temps les feuilles extérieures, puis ça continue tout le temps à produire. Normalement, la bêta-carbe est consommée cuite, parce que ça a quand même un goût assez prononcé. Mais si vous prenez des petites feuilles jaunes, ça s'intègre très très bien dans le mesclun. Regardez la beauté du feuillage, les nervures de cette bêta-carbe-là, c'est magnifique. Ici, on a l'épinard. On n'en aura pas dans notre mesclun ce soir parce que j'en avais pas. Mais légumes feuilles extraordinaires à intégrer dans le mesclun. Kale ornemental, ça c'est le Red Peacock. Kale Red Peacock, absolument magnifique, très résistant au froid. Vous voyez, il y a de la neige dessus, c'est encore en pleine forme. Là. Et ça, vous pouvez en mettre dans votre mesclun, ça met de couleur, c'est fluorescent comme... Ça, c'est le Kale Red Bar.
Alors, le kale est très à la mode, c'est pas pour rien, c'est très très riche en éléments nutritifs. Parmi les brassicacées, c'est les kales et les collards qui concentrent le plus de substances, de sulfites, de substances bioactives qui aident à prévenir et à lutter contre les cancers. Ça, c'est de la roche. J'en ai pas parlé. C'est un petit légume-feuille qui contient, par contre, de l'acide oxalique comme la rhubarbe et l'oseille. Donc, il ne faut pas abuser, mais c'est très bon. Ça donne un petit quelque chose au masculin. Ça, c'est du céleri, feuilles et tiges. Les tiges dans la partie coriace, macérées dans la vinaigrette. Les feuilles avec les autres verdures. Ça, c'est du cresson. Cresson alénois, piquant. Donc, il ne faut pas trop en mettre dans le masculin, mais ça donne un petit goût intéressant. Légumes fabuleux, très connus des Européens, la mâche. Ce qui est extraordinaire avec la mâche, c'est que c'est très résistant au froid. Donc, vous pouvez faire un semis de mâche le 1er octobre et vous allez en récolter jusqu'au début décembre. C'est des petites rosettes, c'est tout petit. Ça ne goûte pas grand-chose, mais c'est tendre, c'est comme du beurre. Quand vous allez en Europe, là, en France, là, la salade de mâche, c'est courant. C'est quelque chose que vous allez vous faire proposer souvent. Ici, on connaît à peine la mâche. Mais c'est vraiment un légume-feuille extraordinaire à découvrir. Je vous le recommande. Parmi les plus résistants au froid, comme le kale. Mâche, kale, chou de Bruxelles, c'est les trois plus rustiques de nos légumes. Mâche, M-A, accent circonflexe, C-H-E. Mâche. En anglais, ils appellent ça corn salad. Parce qu'il y a un petit côté maïs dans le goût, là. C'est très. Alors là, on est rendu à l'automne. Mes arceaux, ma toile, je suis en train de protéger ça. Ils doivent annoncer -2, -3. On est probablement à la fin octobre. Donc, je suis en train de mettre des toiles par-dessus les arceaux pour protéger mes différentes verdures. On voit que le sol est un petit peu gelé, là, il y a du climat. Alors, voilà. Là, on est un peu plus tard, 2 semaines plus tard, voyez-vous, il y a de la neige. Regardez mes laitues en dessous, on voit qu'il y a du Mizuna, on voit qu'il y a de la moutarde. Fait que là, j'ai retiré mon tissu, je suis en train de récolter du laitue glaciale. Là, il y a neigé encore plus. Là, Diane est un peu découragée parce que les verdures sont un petit peu gelées. Mais vous pouvez avoir une période comme ça où il fait froid, il y a de la neige, puis après ça, il va faire 10 pendant 3-4 jours. Tout fond, la végétation reprend, vous pouvez continuer à récolter et protéger encore. Je trouve ça, c'est une période intéressante parce que là, on joue vraiment à forcer les légumes et à les rendre plus loin. Je termine en vous présentant mon petit meuble à mesclun. C'est une antiquité, ça c'était un meuble qui servait à faire monter la pâte à pain. Okay? J'ai eu ça de ma grand-mère. J'ai demandé à un artisan de me faire une petite boîte en cèdre. Voyez-vous, à la base, une petite boîte en cèdre. J'ai mis un polythène dans le meuble parce que je ne veux pas détériorer l'antiquité. Alors là, on rentre, c'était vraiment calculé pour que ça rentre à l'intérieur du meuble. Alors là, j'ai mis du terreau là-dedans. On a fait le semis. J'ai fait 3 rangs de sortes de mélange de graines de verdure. Et puis là, on fait un petit arrosage. Et puis là, le mesclun commence à pousser. Et puis là, on est rendu presque au moment de la récolte. Donc, c'est sûr que ça ne produit pas des quantités phénoménales. Vous pourriez toujours travailler avec des plateaux, des espèces de cabarets. Vous mettez un 3 cm de terreau, puis cultivez là-dedans avec des fluorescents. Puis laissez vos fluorescents 24 heures sur 24. Après 3 semaines, vous récoltez tout, vous recommencez. J'ai un ami qui fait ça dans sa cave. Je pense que j'ai une photo de lui. Ouais, c'est ça, c'est lui ça, qui fait ça dans sa cave. Regardez, c'est tout fait dans une cave à Val-David. Regardez ça, la verdure, c'est de toute beauté. Alors voilà, c'est comme ça que ça se termine. On va maintenant procéder à la dégustation. Est-ce que vous avez apprécié le petit mesclun? Je pense que ça dit tout, M. Gagnon. Je pense que c'est réussi. Combien on a de la personne qui calculait, là? Est-ce que la personne... Combien d'ingrédients? Oui. 27. Bon. 27. Je voulais juste vous dire merci de votre attention. Je sais que ce n'est pas une conférence normale. Là. Il y a plein de travail qui se passe. Merci beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir participé à cette expérience singulière. Merci infiniment. Je veux remercier, je veux que vous pensiez que c'est Sandra Penn, la propriétaire du motel Le Phare, qui nous a prêté les assiettes pour la dégustation. Alors, elle était très gentille.
passé. Qu'est-ce que j'avais comme annonce aussi? Alors, je répète pour la conférence, le souper conférence. Les gens qui ont leur billet vont vous arriver pour le souper 5h15. Et les gens qui ne viennent pas souper, vous pouvez vous présenter quand même vers 7h15, 7h30. On va commencer la conférence pour que vous pourrez y assister. C'est ici. Oui, c'est ici. OK. Ensuite, j'avais une autre idée. Oui. Pendant que j'y pense, là, avant de partir, on va vous demander, en faisant attention pour lever les chaises, d'aller les replacer 8, 4 d'un côté, 4 de l'autre, autour des chaises, des tables que vous voyez autour. Et là, parce que demain, il y a l'après-funérailles. Bon. On a des cadeaux ce soir en grand nombre là, de brissons paysagistes. On a Madame Concolard, Madame Sylvain, la jardinerie Fortier, on a la petite betterave. On a des billets, 2 billets pour le jardin de vos rêves à Saint-Ferdinand. On a des 2 pour 1 pour le domaine Joli, des jolies bégonias, des fertilisants de la jardinerie Fortier, des beaux bacs. Ici, ça c'est quoi? Un outil pour aérer le sol. En tout cas, il y a une panoplie. Ah oui, M. Gagnon nous a donné 2 beaux livres sur la culture écologique. C'est une suite. On a un beau géranium et 2 fuchsias. Ici, c'est un beau dicentra, là, c'est magnifique. Alors, premier chanceux ou chanceuse, ça se termine 23, 14, 27. 23, 14, 27. C'est Diane, bon? Bravo, Diane! 14, 62. 14, 62. 62. C'est vous, madame? Votre nom? Eliane? Madame Tremblay. Vous avez le choix, oui. 1503. 1503. J'ai entendu, c'est moi. Hein? Votre nom, madame, donc? Lucie Caron. Moi, je suis dans le dos pour amener mon cadeau. Elle est bonne. 1442. 1442. Monsieur Lachance. Vous êtes chanceux de ce là ça? 1437. 1437. Madame Cahouet. Bravo, Madame Cahouet. 1456. 1456. 1456, c'est Carole. Carole et Carole. 1446. Ah, Ghislaine. Oh, la voisine, 1445. Ah! La petite sœur. Je comprends. 1457. 1457. Hélène Marie-Hélène Desrochers. Bravo. 1485. 1485. Ah! Une des sœurs que je suis. Réjeanne. C'est 85. 1465. Madame Ruth Thibodeau, bravo. 1496. 1496.
14,96. Aubry, Madame Aubry. 14,94. Ah, tiens! Ça fait longtemps. Et 14,95. C'est arrivé juste après. 14,95. 14,95. Une fois. Deux fois. 14,95. Trois fois. 14,77. 14,77. Il y a gros des 7. 14,77. 15,04. 15,04. Bon. Madame de Victoriaville. Madame Loranger. 14,66. Voilà, Fréchette. 14,66. Ben là, comme c'est là, oui, 14,72. Il reste la grosse betterave et une revue. On va nous cuisiner ça, là, on va aller manger chez vous. 14,55. Dernier numéro, 14,55.